Bienvenue sur FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance est la première plateforme de contenu et de débat dédiée à la transformation de la fonction finance. Au fil de nos épisodes, nous allons vous faire découvrir des projets, des personnalités ou des collaborations qui ont pour point commun d'être particulièrement inspirants pour mener cette grande révolution que connaît actuellement la fonction finance. FOF, le podcast, présenté par Loïc Vuchard. Ravi de vous retrouver en marge de notre grande soirée Future of Green Finance avec mon acolyte Stéphanie Achard, notre partenaire d'Oracle, pour pouvoir parler d'enjeux RSE pour la fonction finance, une énorme opportunité. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui pour ce nouvel épisode Olivier Hérisson, CEO et Head of Financial Operations chez BPCE, Nicolas Nord, CFO en charge de la finance, du légal, de la stratégie et du CSR chez Engie B2B. L'objectif est de pouvoir débattre sans greenwashing, c'est la promesse sur des opérations concrètes, des exemples tangibles afin de pouvoir imaginer, nous projeter dans le futur de la fonction finance, une future plus responsable. C'est Future of Finance et donc c'est parti pour ce nouvel épisode. FOF, le podcast, proposé par Lozam Agency. Stéphanie, le sujet RSE, le grand sujet des fonctions finances, une super opportunité pour la fonction. Cette soirée rassemble beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous avons deux invités pour rentrer dans le cœur du sujet avec à la fois Olivier qui représente le monde bancaire et puis les financements et puis Nicolas sur la partie en plus Engie. J'imagine que chez Oracle, le sujet RSE est prédominant partout. Stéphanie ? Partout, Loïc. Partout, RSE, je crois qu'on ouais. ne fait pas exception à ce que vivent mes chers collègues ici. En tout cas, on n'est pas les mêmes industries, mais je crois que toutes les industries aujourd'hui sont très intéressées par ce sujet. Parce qu'il y a un sujet réglementaire, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi la vie de tout un chacun qui est en jeu. Ouais. Donc, bien sûr que c'est très important. Acteur de la tech, on a une responsabilité. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais justement, rentrant dans les responsabilités, notamment les responsabilités des fonctions finance, qui veut commencer peut-être Olivier à la BPCE. Pour toi, ta conviction personnelle, alors quel est le rôle de la fonction finance sur ce sujet ? Il est très important et en fait, il dure depuis un certain temps. C'est-à-dire que nous, on a commencé à travailler sur ces sujets il y a un peu plus de 3 ans. Et il est très important pour deux choses. D'abord, les sujets du green sont des sujets qui sont très consommateurs de données, et sur lesquels la fonction finance a un rôle de collecte, certification de données, comme on a le même rôle pour l'ensemble des sujets, avec les liens technologiques que ça engage. Et puis, il y a un deuxième point qui arrive très vite, qui est que ceux qui pilotent les activités, qui donc doivent intégrer dans les mesures de performance l'impact, en plus de la performance financière et pour nous des sujets de risque, c'est aussi la direction financière. Donc on le retrouve des deux côtés, à la fois en termes de producteurs de données certifiés et en termes de pilotage. Nicolas, même question. Ta conviction en étant en plus dans une boîte d'énergie, en première ligne des sujets d'environnement. Déjà, ma conviction, elle est identique. C'est que c'est un rôle primordial que la finance doit jouer dans la collecte des données RSE. Et puis également, on voit aujourd'hui que on est dans un monde qui est de plus en plus incertain. Des sourcings de matières premières sont de plus en plus questionnés. Et donc, mettre le CFO au cœur de ce sujet, qui essaye de regarder des problématiques de risque et d'opportunité, de se projeter à long terme. Le CFO est aussi très souvent à jouer un rôle clé vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de toute la communauté et des différentes parties prenantes. Des différentes parties prenantes. On voit bien que ce rôle-là est essentiel. Mais ce rôle est essentiel, mais est-ce que c'est à la finance de prendre ce leadership ? Parce qu'il y a quand même des directions RSE qui sont là, qui ont démarré maintenant dans vos organisations depuis un bout de temps. Quelle place doit avoir la fonction finance ? Comme le disait Olivier, la fonction finance, elle a une capacité très forte à collecter la donnée, à l'utiliser, à la projeter, en faire des scénarios. Ouais. Et à partir de là, on doit véritablement être au cœur des décisions stratégiques. On est là pour allouer des CAPEX sur les 5, 10, 15 prochaines années. Et s'il y a une chose dont on est certain, c'est que la réglementation sera de plus en plus contraignante. C'est sûr.
On a ce soir Emmanuel Faber qui va nous parler des nouvelles réglementations à venir, c'est clair. Voilà, et cette réglementation, elle est à la fois contraignante, mais elle est aussi source d'opportunités si on prend les bons virages au bon moment. Ouais. Et donc, c'est vraiment dans cette capacité à décider, à allier à la fois la vision, la stratégie et l'allocation des CAPEX que le rôle de la fonction financière, au sens large, et du CFO en particulier, est essentiel. Olivier, la fonction finance était prête à jouer ce rôle de leadership sur ce sujet ? Alors, d'abord, je pense que ça peut changer beaucoup d'une entreprise à une autre. Oui, donc bien sûr. Pour le coup, il n'y a pas de généralité. Ensuite, les chemins alors nous, le chemin était un peu particulier puisqu'en fait, c'est comme on est un gros émetteur de green bonds et de social bonds, oui. La question du rôle de la finance s'était déjà posée en tant qu'émetteur. Ensuite, je pense que à quel horizon ? On a commencé. Alors, on a émis le premier green bonds en 2015. D'accord. Donc assez tôt, on a vu les sujets les enjeux de données, les enjeux d'industrialisation, les enjeux de reporting. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler dessus il y a à peu près un peu plus de 3 ans. D'accord. Ensuite, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des cultures. Mais pour reprendre ce que disait Nicolas, il y a un point qui est clé, c'est que de toute façon, c'est un partenariat. Oui. Avec de plus en plus, et je pense que ça rejoint les sujets de tech, un enjeu qui est qu'on a énormément de données à collecter, avec un vrai besoin de monter en compétences. Et cette montée en compétences sur qu'est-ce que les chiffres veulent dire, comment on peut les interpréter, en fait, on va le retrouver beaucoup du côté finance. Et donc, on se retrouve beaucoup avec, en tant que financier, à jouer un rôle de conseil sur les types de métriques qui peuvent être utilisés en pilotage, y compris sur des sujets de RSE pur. Et une double compétence finance et environnementale, c'est ça ? Devrait avoir dans le futur de la fonction finance ? Nicolas ? Exactement. Ouais. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'aujourd'hui, on mesure tout en euros ou en dollars. Ouais. Et je pense que demain, on pourrait tout mesurer en tonnes de CO2. On doit absolument basculer vers ce monde. Évidemment, les euros vont rester. Mais on pourrait imaginer des exemples simples où, au lieu d'aller payer en euros, on irait payer en tonnes de carbone. Et finalement, ça nous donnerait tout sur l'histoire du produit. Bien sûr. Et ça nous permettrait de véritablement savoir ce qu'on achète. Bon, on sent qu'on est en face d'une révolution. Oui, Olivier. Oui, mais pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a aujourd'hui des gens qui sont des comptables et qui ont une expertise en termes de normes comptables, ou qui, pour nous, on est régulé sur la partie risque, ont une expertise en termes de réglementation prudentielle, on est en train de générer des profils qui ont une expertise en termes de green finance et en termes de métriques. Et c'est des expertises qui seront pointues parce qu'on a besoin de gens qui comprennent l'ensemble de à la fois la composante financière et la composante green. C'est une opportunité au fond pour la fonction finance, puisque pour donner du sens notamment aux jeunes générations, vous savez, sur Future Finance, on est très attaché, on a longuement parlé avec Stéphanie, à cette capacité à donner du sens aux futures générations. C'est une super opportunité pour la fonction finance. Vous souscrivez, Nicolas, je te vois acquiescer. Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'il faut absolument que ce qui est fait au quotidien ait du sens. Donc déjà, si on travaille sur la collecte de données carbone, l'utilisation de données carbone, environnementale au sens large et RSE même au sens encore plus large, ça permet déjà de se projeter au quotidien sur ce qu'on fait. Et puis quand on arrive à relier ça avec une boussole commune qui peut être portée soit par la stratégie du groupe, soit par la stratégie de l'entité dans laquelle on est, ça permet évidemment de donner encore plus de sens aux actions quotidiennes. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que la direction financière a mis en place, Nicolas ? Alors, pour revenir sur la partie changement culturel, oui. Parce qu'on en parlait, absolument. On en parlait juste maintenant. Alors, je vais te donner un exemple. Il y a 15 jours, j'ai organisé mon séminaire avec mes équipes, donc on était à peu près 80 personnes. Et je me suis dit, après 3 ans de Covid, enfin 3 ans sans séminaire, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on avait l'opportunité éventuellement de faire un atelier et de travailler sur les interfaces avec d'autres équipes pour les améliorer, ce qu'on fait tous très souvent. La finance business partner. Et donc j'ai pris le contre-pied et on a travaillé sur 2 sujets avec 2 interventions. Quelqu'un qui est venu nous parler de l'équilibre de son énergie propre personnelle pendant la journée, donc pour bien maîtriser son alimentation, ses mouvements et
Donc c'est un mindset qui permet d'être beaucoup plus inclusif et de parler de RSE au sens large. Et puis ensuite, on a fait venir quelqu'un aussi qui est intervenu sur l'économie circulaire et qui a mis le doigt sur beaucoup de sujets, comme par exemple le fait qu'il y avait uniquement 8% des ressources qui étaient recyclées dans le monde et que si on travaillait sur ce sujet-là, on pouvait évidemment réduire notre empreinte carbone et en plus, c'était de belles opportunités business. Donc en fait, pour moi, le sujet clé, c'est changer le mindset. Et quelle a été la réaction de tes équipes ? Nicolas, il va trop loin. Quel est le lien avec mon business, avec mon quotidien ? Est-ce que tu as le sentiment que ton équipe a fait ce lien entre cette notion d'économie circulaire et la réalité du quotidien en tant que financier, la contribution du financier dans cette... C'est comme ça que j'ai présenté les choses. J'espère que le lien a été fait. Et comme je leur disais, de toute façon, soit cette intervention va vous marquer aujourd'hui, soit elle vous marquera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est pas grave, vous saurez y faire référence. Et si ça a mis le déclic seulement sur 10% des personnes, c'est déjà un pas de plus vers des actions. Parce que comme je leur disais, aujourd'hui, certes, moi je suis leur directeur financier, mais demain, peut-être ils seront à ma place. Ils ont besoin de se projeter et d'être en capacité de pouvoir décider demain d'actions concrètes. Et même, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, et aussi, l'innovation, elle est à tous les niveaux. Elle n'est pas simplement au niveau de la direction, elle doit se faire dans les équipes. Alors, donc ça, c'est pour le changement culturel. Et d'un point de vue initiative, mise en œuvre, qu'est-ce que la finance a fait concrètement ? Comment la finance a contribué ? Sur quels indicateurs ? Est-ce que tu as des exemples où la finance a été un des acteurs ou un des leaders de cet enjeu Green Finance ? Alors, ce qui a été fait il y a déjà quelques années, c'est la mise en place d'un prix interne du carbone. Pour pouvoir décider d'investissements nouveaux ou de désinvestissement. Et donc en faisant tourner des scénarios de sensibilité, ça permet évidemment de savoir si un actif de production d'électricité, qu'il soit au gaz, au charbon ou qu'il soit évidemment renouvelable, on n'a pas le même résultat à terme. Donc ça, c'est une première initiative qui a été lancée conjointement entre la finance et la RSE qui à l'époque n'était pas connectés ou n'étaient pas dans la même direction. Maintenant, c'est plus le cas. La direction financière du groupe et la RSE sont intégrées. Mais c'est ça, c'est ce que je vois sur ton titre. Depuis quand, justement, cette connexion ? C'est vrai sur mon titre, mais c'est vrai aussi au plus haut du groupe Engie. C'est-à-dire que le directeur financier du groupe Engie est également en charge de la RSE. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple concret. Après, je peux vous donner des exemples. Alors, juste sur cet exemple-là, si on se focalise, l'objectif est de pouvoir arbitrer de manière factuelle en intégrant une dimension RSE, c'est ça ? Oui, une dimension carbone dans l'arbitrage des investissements futurs. Exactement. C'est-à-dire que si on se replace... Un outil de pilotage. Si on se replace il y a 4-5 ans, le prix du carbone était à 5 ou 10 euros la tonne. Oui. Avec ces niveaux-là, vous continuez à investir sur des produits polluants. Là, aujourd'hui, grâce à ces scénarios, ça a permis de mettre en avant des critères de rentabilité qui étaient complètement différents et qui ont permis... Alors, avec quelle pondération par rapport aux critères de payback, de ROI, sur la partie financière ? C'est ça le cœur du sujet. C'est quelle pondération la RSE prend le pas sur les critères financiers, Olivier ? Je pense qu'on a d'abord un enjeu qui est d'arriver à mesurer l'impact. Je le dis à chaque fois parce que je pense qu'aujourd'hui, collectivement, on est quand même dans un environnement où on a peu de données et où on est en train de mesurer l'impact. Donc, si je prends BPCE ou selon les marchés, on va financer pour faire simple, entre 20 et 25% de l'économie française. J'ai d'abord un enjeu j'ai énormément de données à collecter pour comprendre où est-ce qu'on émet. Et ça t'estime qu'on est à quel niveau de maturité sur le sujet ? C'est très variable. Nous, par exemple, sur les particuliers, on est très avancé, puisqu'on a 100% de couverture en DPE. On est très avancé sur les corporates. Le très gros enjeu, alors a fortiori les corporates dans les secteurs carbo-intensifs, parce que les corporates eux-mêmes publient. Chez les énergéticiens, c'est pas très compliqué de trouver de la donnée. Il y a d'autres secteurs où il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué. Et sur PME, TPE, c'est tout de suite hyper dur. Et donc on fait pour le coup pas mal de recherche et développement pour trouver des approximations. Donc il y a quand même besoin de la donnée. Ensuite, il y a un deuxième point à avoir en tête, c'est qu'avant de parler d'arbitrage profitabilité impact, c'est mon point. On va avoir un sujet plus critique. Pour donner un ordre de grandeur,
BPCE, 400 milliards de crédits à l'habitat, autour de 5 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Acier, un peu autour de 2 milliards, 3 à 4 millions de tonnes de CO2 par an. Ciment, moins d'1 milliard, 3 millions de tonnes de CO2 par an. Donc en fait, avant de parler de ROI, on va d'abord parler de qu'est-ce qu'on finance dans l'économie et comment les industries de base évoluent. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des secteurs carbo-intensifs, ils sont extrêmement carbo-intensifs. Donc en fait, très vite, les sujets qu'on va avoir, c'est plutôt des sujets de cet ordre-là, plus que des sujets de profitabilité. En tout cas, vu d'une banque, c'est plutôt comment on arrive à construire des portefeuilles qui s'alignent avec des trajectoires à 2 degrés, plus que des problématiques d'arbitrage de profitabilité. C'est-à-dire que quand on arrête le charbon, de toute façon, on va financer d'autres types d'énergie. Ah, c'est pas forcément un arbitrage. Je pense que c'est très important de se dire que le fait d'assurer une transition vers une économie qui soit moins carbo-intensive ne veut pas forcément dire qu'elle sera moins profitable ou qu'en tout que cas, la rentabilité va être impactée. Ton raisonnement est simplement de dire, si je le reformule, que au regard de l'impact notamment de la température de climat, plein de choses qui vont arriver, qui vont avoir un impact négatif sur les enjeux RSE. Mécaniquement, la profitabilité sera dégradée si vous investissez ou si vous financez, si je reprends cet exemple-là, parce que c'est vrai qu'on était sur les investissements chez Nicolas, mais en tout cas, si vous financez des actifs qui sont carbo-intensifs. Ouais, très clairement, nous, il y a 2 sujets. C'est comment on finance la transition. Et comment on se positionne en acteur de financement de la transition. Donc c'est comment on fait shifter notre mix sectoriel pour qu'il soit soutenable d'un point de vue climatique. Comment faites évoluer du coup votre portefeuille de clients ? Comment on accompagne nos clients. C'est-à-dire qu'on il y a des endroits, il y a des endroits où il y a des exclusions. Il y a des exclusions sur le charbon, il y a des exclusions qui sont ciblées. Pour l'essentiel, c'est comment on accompagne nos clients. Okay. Mais pour ça que je dis, par contre, il faut avoir en tête que les concentrations sectorielles sont très importantes. Donc c'est vraiment une transformation. Aller vers du green, pour une banque, c'est vraiment regarder complètement différemment son bilan, son portefeuille de clients et la manière dont les clients, on les accompagne dans cette logique de transition. Et c'est de s'assurer du coup une profitabilité de long terme. Oui. Non, mais par rapport à ce débat qu'on pouvait avoir, qui permet dans certaines entreprises, alors pas forcément dans le secteur bancaire, où le débat de la pondération entre la RSE, Nicolas, j'imagine que vous l'avez, entre la RSE et la profitabilité, ce débat existe dans les entreprises quand il s'agit d'investir et donc je souhaite donner quelques indications ou quelques réflexions pour pouvoir alimenter les discussions que les personnes qui nous écoutent ont en interne. Nicolas. Oui, pour revenir sur la question de la pondération, donc il y a comment on pondère sur nos achats. On décide d'acheter, qu'on fait un appel d'offres, quel pourcentage on met à la dimension RSE dans nos achats. Ça, c'est une première question. C'est un premier point. Et après, il y a aussi ce qu'on peut faire avec nos clients, donc pour revenir sur ce que disait Olivier. Et donc, nous, Engie, sur cette dimension client, vente d'énergie, on a pris des engagements à horizon 2045 d'être net zéro. Alors, ça paraît lointain, mais il y a des points de passage concrets en 2025 et 2030. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, quand on vend de l'énergie, on se pose cette question-là, de savoir comment notre portefeuille est en train d'évoluer et d'être certain qu'on va respecter le budget carbone qui nous est alloué par la direction générale et dont chaque business unit est responsable. Et ça, c'est vraiment la fonction finance qui relève les compteurs. C'est vrai que la facilité sur l'énergie, c'est que quand on vend 1 TWh de gaz ou d'électricité, on sait assez facilement combien ça a émis de carbone. Donc on le fait évidemment à la finance, mais c'est vrai que c'est facilité puisqu'on est dans le monde de l'énergie. Mais je pense que même pour des secteurs où c'est plus compliqué, de toute façon, à un moment, comme c'est des chiffres qui font devenir des chiffres clés pour les investisseurs, pour les banques, pour l'ensemble des parties prenantes, on va vers un système... Pour les équipes, pour le recrutement, l'attractivité. Non, mais pour toutes les parties prenantes. Pour toutes les parties prenantes, mais il y a un sujet très simple, c'est que c'est en train de devenir un sujet... on est très au-delà... Quand on parle de greenwashing, le greenwashing, il ne va pas être dans les métriques financières. Tout simplement parce que vous allez avoir un enjeu avec l'AMF très rapidement. Et que très rapidement, ça devient une donnée clé pour les investisseurs, donc ça devient une donnée clé du point de vue du régulateur de marché. Ce qui est aussi important, c'est je pense là on parle de profitabilité et d'impact. Il ne faut pas négliger le facteur risque.
Je pense qu'il est... Et pour les corporates, le vrai risque, et ce sera la même chose pour les banques, c'est d'être en retard sur ses compétiteurs sur ces sujets-là. Parce que autant, je le disais, il y a des endroits, c'est très concentré, donc on ne va pas couper les financements sur le ciment ou l'acier, ça c'est évident. Par contre, des acteurs qui, dans ces secteurs, seraient très en retard en termes de stratégie, en termes d'engagement net zéro, en termes de points de passage, je pense qu'ils arrivent vraiment dans les années qui viennent et assez rapidement dans des zones de risque sur les accès au financement, le coût de leur financement, la stabilité des financements. Donc je pense que vraiment, pour moi, il y a deux choses qui ont beaucoup changé dans les 2 dernières années. C'est le rapport au greenwashing, c'est-à-dire qu'on n'en est plus du tout là, on en est sur des questions de comment on arrive à produire de la donnée, et de la donnée qui est la plus auditable possible et la moins approximée possible. Et le deuxième point, c'est que le débat rentabilité-impact, je pense qu'il est en train de shifter assez fortement vers le fait que l'impact est un enjeu stratégique de développement. De développement tout court. Tout court. Tout court. Pas de développement durable, de développement de l'entreprise. Mais on est clair. Une banque aujourd'hui ne peut pas être pas NZBA. Net zéro, c'est pas possible. Une banque de premier plan ne peut pas avoir de stratégie net zéro. Et je pense que c'est la même chose pour un énergéticien. On ne peut pas ne pas en avoir. Oui, c'est vrai. Nicolas, très court. Très court, non, mais en effet, ce que je voulais dire, c'est en effet, on doit absolument accompagner nos clients dans cette transition énergétique, et c'est ce qu'Olivier disait. Et notamment les PME. Voilà, et donc quand on parle d'arbitrage de portefeuille, plus que d'arbitrage de portefeuille, c'est comment, sur une situation de départ, on accompagne notre client pour que lui-même il puisse nourrir sa propre feuille de route de transition énergétique. Moi qui provoquais Olivier sur l'arbitrage, le switch de portefeuille. Non, mais tu as raison d'être... vous avez la responsabilité en tant que grand donneur d'ordre de pouvoir opérer cette transition. Olivier, concrètement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où la direction financière a été un peu le leader sur le sujet RSE, pour que les personnes qui nous écoutent puissent un peu toucher du doigt du champ des possibles lorsqu'on appartient à une direction financière et idéalement pas forcément lorsqu'on appartient à une direction financière qui ne soit pas dans une banque. Alors je pense que le premier point, toujours, c'est produire la donnée qui permette de prendre la décision. C'est très intéressant le moment sur les sujets de Green Finance en ce moment parce qu'on est en train de parler de créer une donnée qui n'existe pas. Je pense que pour des financiers et de données quantitatives, et pour des financiers, c'est hyper intéressant. Nous, par exemple, un des projets, je pense, les plus intéressants, c'est finalement quelles sont les émissions carbone induites par notre bilan en tant que banque, par les prêts qu'on fait. Ça peut sembler très simple, en fait, c'est très compliqué. C'est hyper intéressant en termes technologiques. Pourquoi c'est compliqué ? La donnée n'est pas disponible ? C'est très compliqué pour 2 raisons. D'abord, la donnée n'est pas forcément disponible. Et puis ensuite, nous, on finance toute la chaîne de valeur. Donc on a un truc qui peut sembler très technique, mais qu'on va appeler le dédoublonnage, c'est qu'une fois que j'ai financé des voitures, en général, j'ai financé le crédit à la conso, j'ai financé Renault ou Peugeot, j'ai financé Total, j'ai financé Mittal, et j'ai financé la plasturgie qui rentre dans la voiture. Et donc, en fait, ça amène au sein de la direction financière à se poser des questions sur comment les secteurs interagissent, quelle est la chaîne de valeur, comment j'arrive à produire une information de qualité. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est à la fois... Il y a beaucoup de sens, parce que c'est comprendre finalement où est-ce que dans l'économie se font les émissions. Donc ça, pour les équipes, je pense que c'est très intéressant dans la compréhension même de ce que veut dire la transition verte. C'est extrêmement intéressant sur le plan quantitatif et technologique, parce qu'en fait, il faut faire beaucoup d'innovations pour aller chercher la donnée, la processer, la mettre en qualité. Donc Et puis, c'est hyper intéressant en termes de réflexion sur comment on va arriver à produire un indicateur qui est utile en pilotage. Et c'est là aussi où on retrouve après le travail avec la RSE, pour qu'à la fin, l'indicateur qu'on produise, il soit fiable, mais on sache l'expliquer en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sujets partagé, comparable, explicable, transparent et intégré par des gens qui n'ont pas forcément la même culture quantitative qu'on va avoir dans les équipes finance. Et il n'y a pas beaucoup d'enjeux quand on regarde aujourd'hui. Côté finance, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux qui sont aussi impactants. Stéphanie se retourner vers moi et me dire mais la technologie justement dans tout ça, Olivier fait bien de le souligner. Quels sont les enjeux technologiques pour toi Stéphanie ? Mais je pense qu'Olivier l'a bien dit, il y a un sujet de finalement comment on va collecter ces données, comment on va arriver à mettre du sens. Il y a ces logiques de chaîne de valeur extrêmement complexes. Donc ça veut dire que potentiellement, dans l'exemple que tu donnais, Olivier, il y avait toute la logique aussi de se dire si on prend toute la chaîne, ça veut dire qu'il faut agréger
protéger des données qui aujourd'hui ne résident pas dans les mêmes organisations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça ? Avec quel cadre ? Et je crois qu'il y a aussi un sujet, finalement, de développement de compétences. Et c'est vrai pour les directions financières, mais c'est aussi vrai pour les directions des systèmes d'information. C'est vrai aussi, d'une certaine manière, une fois qu'on a conçu les dashboards pour les utilisateurs. Donc, il y a aussi un sujet d'acculturation un peu global. Et une fois qu'on a fait ça, on se le disait là à l'instant, on va avoir des gisements absolument phénoménaux de données, ce qui veut dire que on va devoir construire de la capacité informatique de plus en plus forte. Donc pour les acteurs de la tech, ça veut dire continuer à faire croître la puissance de calcul dans les data centers, avoir de nouveaux data centers. On sait qu'on est très contraint dans les data centers aujourd'hui. Parce que vous-même, vous avez des contraintes environnementaux, mécaniquement. On a des contraintes environnementales, on a des contraintes de composants, on a des contraintes... c'est pas toi, je te regarde, Nicolas, qui me dira l'inverse. On a aussi des contraintes de où est-ce qu'on peut positionner ces data centers pour être plus proche de sources d'énergie qui soient le plus propre possible. Et donc la réalité, ça veut dire qu'il faut aussi repenser la technologie dans ces environnements. Typiquement, avoir des data centers où on utilise ce qu'on appelle le river cooling, donc utiliser finalement l'eau et le système de refroidissement pour finalement abaisser les émissions. C'est vrai aussi dans les data centers qu'on peut installer dans des régions plus du nord avec des systèmes de ventilation par les effets du vent. Et ça veut dire aussi que on doit accompagner nos clients. Et je crois que tous les deux, vous l'avez dit, accompagner vos clients, mais nous aussi, dans la prise en compte de tout cela. Et accompagner, ça veut dire aussi, au-delà de fournir finalement des plateformes de services, de la puissance de calcul, c'est aussi fournir du logiciel qui permet de monitorer au plus proche ce que l'on utilise. Je peux donner un exemple. On a aujourd'hui un logiciel qu'on a mis à disposition, un service en ligne en réalité, qui s'appelle Oracle O-Power, qui permet finalement aux utility companies, on pourra en discuter, d'optimiser au maximum la consommation énergétique. On propose aussi... La consommation énergétique Plutôt la partie électricité, c'est-à-dire comment... Pas que des data centers ou de manière globale. De manière globale, de l'exploitation d'une entreprise. De l'exploitation. Alors, beaucoup sous l'angle évidemment IT du terme, parce que c'est un peu le fonds de commerce historique d'Oracle. Mais si on regarde aussi la partie métier, on a aussi un service et une solution autour de la supply chain qui permet d'optimiser le flux de logistique pour les grands de la distribution. On a eu un cas récemment, on a vu qu'en optimisant, on peut avoir 20% d'impact en moins sur l'environnement. Donc en fait, il y a un peu ces deux volets, tu vois, Loïc. C'est-à-dire qu'il y a un, c'est comment on amène des plateformes de services les plus propres possibles, qui malgré tout vont continuer à croître de manière capacitaire. Et deux, c'est comment on accompagne ce mouvement avec nos clients en mettant à disposition des services qui permettent de mieux piloter et puis d'avoir plus d'efficacité. Et trois, des data centers, ça paraît évident, mais disons-le, ne mettons pas les données green dans des serveurs qui ne sont pas propres. Enfin, ça paraît évident, surtout si, au regard des enjeux de data que Olivier nous rappelle de manière récurrente à 4 reprises déjà depuis le début de ces 28 minutes de podcast. FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance. Un point justement de data. Où mettre ces données ? Quelle est votre conviction ? Je sais que toutes les entreprises, un petit peu, les données RSE de pilotage, et notamment je pense à la taxonomie et je pense aux enjeux carbone que tu viens d'évoquer, Nicolas. Il y a l'Excel, premier stade de maturité. Non, mais si. Non, je dis non. Non. Alors, ok, oula, je me fais jeter on est au Ritz, des tomates du Ritz. Alors, certainement pas un tableur. C'est quoi ? C'est un EPM ? C'est les outils de pilotage de gestion ? C'est l'ERP carrément ? Où on héberge ces données RSE, votre conviction ? Je pense que ma conviction, c'est vraiment de les mettre au plus près de ce que les financiers savent faire, donc dans un ERP. En tout cas pour l'enregistrement de ces informations-là. Après, je pense qu'il y a certainement besoin de puissances calculatoires différentes qui peuvent être utilisées pour aller faire des analyses et des scénarios. Mais par contre, sur l'enregistrement de ce dont on a besoin au quotidien
pour les transactions qui sont faites, ça doit être dans un ERP. Je vois du coup le challenge de pouvoir avoir des données suffisamment fiables, propres et structurées pour le mettre dans l'ERP. Vous avez réussi à les mettre dans l'ERP ? Pas encore. Pas encore. Bon, c'est ta conviction en revanche. Exactement. C'est la direction. Non, mais c'est une vraie projection. Olivier, tu partages ? Je suis d'accord à 100%. En fait, il faut que ce soit des données qui soient dans les ERP parce que c'est des données qui seront utilisées au quotidien par les équipes de la finance et qui doivent être dans les mêmes niveaux de qualité. Et ça te paraît pas utopique vu le niveau de structuration qui est nécessaire pour l'ERP ? Je pense qu'il y a deux sujets. C'est d'abord, est-ce qu'on y est ? Non, parce qu'on est encore en phase d'innovation. C'est tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est plus ou moins de la recherche appliquée, mais en tout cas, il y a encore une phase d'innovation très importante. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on y est ? Non. Est-ce qu'on a des MVP ? Oui. Et est-ce que ça va commencer à rentrer pour nous dans des phases plus industrielles ? Oui, à partir de la rentrée. C'est demain. Mais oui, mais de la taxonomie, c'est demain aussi, en fait. Ah ouais. Je pense que plus structurellement, ce qu'on va avoir, c'est tous les points de données ne seront pas dans l'ERP. C'est-à-dire qu'on aura forcément des systèmes duaux avec une partie des données qui sont dans l'ERP parce que c'est des données qui sont critiques, qui sont stabilisées, et d'autres qui resteront dans des systèmes avant. Tu partages la conviction, Stéphanie, ça doit être ces données-là au plus proche des directions financières, à la main des directeurs financiers dans l'ERP sans hésiter. Moi, je crois qu'il faut que ça soit au plus proche du métier des gens. Pour que ça devienne mainstream. Et comme tu le disais, derrière, il y aura effectivement finalement ce backbone de données qui va être couplé avec d'autres sources pour en tirer toute l'intelligence et pouvoir modéliser les scénarios court, moyen, long terme. Et ce qui est très important dans ce qui est évoqué, c'est le sujet du backbone de données. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière chose qu'on veut sur les données green, c'est être obligé de faire des rapprochements. Donc si c'est pas dans l'ERP, en fait, on n'arrivera pas à mettre en qualité sur toute la chaîne, en fait. Ouais. Des rapprochements sur des sujets RSE, voire des intercos Non mais Nicolas, tu souris, mais en le mettant dans le RP, c'est ça qui vient à nous, hein. Enfin, qui vient à vous, parce que je suis pas financier. Non, mais ce qui est important, c'est vraiment la qualité et la véracité et l'auditabilité de ces données. Donc, c'est pour ça que, et je rejoins ce que Stéphanie disait, il faut que ça soit au plus près des métiers. Donc, si c'est dans la finance, il faut que ce soit dans l'ERP. Quelques éléments de calculatoire, projection et collecte des données. Les données actuellement, Olivier disait qu'elles n'étaient pas forcément disponibles. Qu'est-ce qui vous manque comme capteur, précisément ? Sur quoi vous butez en termes de collecte des données, Nicolas, Olivier ? Côté Engie, sur la vente d'énergie, c'est vrai que c'est déjà relativement simple, puisqu'on les met déjà sur nos factures, on a cette information dans notre système de facturation, donc c'est relativement simple sur cette partie-là. Je pense que le vrai challenge et le vrai enjeu, c'est intégrer les données de toute la chaîne de valeur. Et c'est là où on a besoin de puissance complémentaire, puissance calculatoire, ou en tout cas d'une taxonomie bien définie en fonction des sujets. Et c'est certainement là aussi où on aura des données qui seront certainement dans un système et puis d'autres qu'on devra aller piocher ailleurs, parce que on ne sera pas 100% responsable de ces données, mais étant sur une chaîne de valeur, il faudra quand même qu'on les utilise pour pouvoir prendre des décisions et accompagner nos clients. Olivier, pour conclure sur la data, sur la techno. Je pense qu'il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'une taxonomie, parce qu'on était jusqu'à présent dans un univers très peu normé, et donc avec finalement beaucoup de difficultés pour collecter une donnée et s'assurer qu'elle soit à peu près comparable. Ça, qu'on la trouve trop compliquée ou pas, la taxonomie européenne va régler le sujet. Et là encore, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on la trouve un peu trop bureaucratique ou pas, un peu trop compliquée. En fait, non, mais c'est quelque chose de très important, mais ça se fait en Europe, ça se fait avec la SEC également. Ce sujet de normalisation de la donnée, elle est absolument clé, parce que sinon on est en train d'additionner des choses qui ne sont pas comparables. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est de bien comprendre les chaînes de valeur. Ça amène quand même quelque chose aussi qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est que ça va nous amener, en tout cas nous, côté banque, à re-regarder comment se définissent les secteurs. C'est-à-dire qu'on est en train de... L'approche green, elle repose beaucoup sur les chaînes de valeur et donc les contributions des différents secteurs à l'économie. Et en fait, quand on a l'impression que le secteur, c'est une donnée simple, en fait, c'est pas du tout une donnée simple.
Bon, pour Engie, c'est à peu près simple. Mais il y a beaucoup d'acteurs. Enfin, tu vois, quand je vais parler d'industrie manufacturière, il va falloir que j'ai des choses un peu plus précises que ça pour définir les secteurs industriels. Ils existent, mais il y a énormément de sujets de qualité. Ce que je trouve là aussi intéressant, c'est que ça améliore la donnée qui sert pour d'autres sujets financiers. Bon, on va en reparler justement, c'est le thème de ce soir, et notamment la taxonomie verte et brune qui arrive à l'occasion justement de l'intervention de Emmanuel Faber, patron de la SEC. Bon, Stéphanie, je pense qu'on sera amené à en reparler du sujet puisqu'on sent bien qu'on est au début de cette révolution. On sera amené à en reparler ensemble avec d'autres invités. Mille merci pour votre intervention, mille merci d'avoir participé à ce podcast et donc à suivre sur le site de Future of Finance avec notre partenaire de Oracle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Retrouvez tous les épisodes de FOF, le podcast, ainsi que le programme annuel de Future of Finance sur www.futureoffinance.fr et sur notre page LinkedIn.